Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à la présentation de ce 4e épisode du podcast 500 Gasoline Alley, tourné ici en direct du studio Love à Saint-Jacques dans la Naudière, où je fais le retour bien sûr sur les 2 dernières courses qui viennent de se dérouler lors des 2 dernières fins de semaine dans l'IndyCar du côté du Barber Motorsports Park à Birmingham en Alabama et sur le circuit routier du Indianapolis Motor Speedway. Ça vient de se passer lors des 2 derniers week-ends. Ça vient de justement débuter ce fameux mois de mai que ça fait quand même 3 épisodes que je vous parle assez constamment. À quel point ça va arriver au point culminant pour les 500 000 d'Indianapolis d'ici 2 semaines maintenant en ce moment. Donc, j'ai eu la chance de me déplacer du côté de Barber et Indianapolis lors des 2 dernières semaines. Ça a été vraiment un voyage formidable. Beaucoup de kilométrage. J'ai tellement attendu longtemps avant de choisir mes billets d'avion que la logique des choses était de voyager en voiture. Mais quel périple qui a débuté mercredi. Donc, avant la course de Barber, c'était quand même 20 heures de route pour se rendre là-bas parce qu'en Alabama, t'es assez au sud, t'es en dessous du Tennessee, mais ça valait tellement la peine. J'ai eu la chance d'aller voir 4 parties de baseball, du baseball majeur à Cincinnati, à Atlanta, à Saint-Louis et à Kansas City. Donc, quand même capable de voyager un peu et de rajouter un peu de baseball à ces courses-là que j'ai eu la chance d'aller visiter. Mais oui, quand même plus de 5000 km dans ce voyage-là. Première des choses, je veux revenir sur Barber. Barber, j'ai tellement été impressionné. C'est une piste que j'avais jamais eu la chance de visiter, malheureusement, avant cette année, mais wow! Le décor, les montagnes, le paysage, la nivellation au niveau des différents virages de la piste, c'était vraiment sensationnel de la manière qu'on a eu la chance de voir cette fin de semaine-là du côté de Barber, vraiment. Outre la température, bien sûr, parce que là-bas, dans le Midwest américain, souvent, c'est assez incertain. Et mettons que le vendredi et le samedi soir, 2 énormes tempêtes, je commençais à craindre qu'on devait peut-être avoir une tornade, là, tellement que c'était assez violent. Il y avait des branches un peu partout là, sur le chemin qui me ramenait du Media Center vers mon hôtel. C'était vraiment assez spécial et là, j'ai dû rester tard pour éviter de me faire prendre par le pire de la tempête. Mais c'est ça. Mais quand que tu voyages à ce moment-là de l'année, au mois de mai, du côté du Midwest, bien souvent tu peux te faire prendre avec de la température du genre. Mais ça a été vraiment une belle fin de semaine dans l'ensemble. Et qu'est-ce qui est le fun dans tout ça, c'est que malgré tout, malgré peut-être la déception du résultat de la course. Pas une déception parce que dans mon cas, ça n'en est pas nécessairement une, mais en général, les gens commencent à se demander est-ce que quelqu'un va réussir à arrêter Alex Palou? Ça a été la question lors des 3 premiers épisodes. Il y a quelqu'un qui a réussi, c'est à Long Beach, son nom c'est Carl Kirkwood. Mais, et non, Alex Palou aura quand même réussi la chance de gagner une 3e course en 4 depuis le début de la saison du côté de Barber en menant 81 tours de l'épreuve. Ça a été vraiment une fin de semaine où Alex Palou a signé la pole, mené 81 des 90 tours de la course. Ça a été une domination complète. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait l'arrêter, à part peut-être une neutralisation au mauvais moment. Il n'y en a pas eu encore. Et oui. Donc, ça a été un petit peu redondant, mais on craignait à un certain moment, comme j'ai parlé de la température, que lors de la séance de qualification, que ça allait pouvoir être pimenté par de la pluie. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. La pluie qui est arrivée après la séance de qualification. Donc, ça n'a pas rajouté un petit peu d'épices à cette séance de qualification. Il a fait super beau pour la course aussi. Mais dans le cas de Palou, 3 victoires en 4 courses depuis le début de la saison, c'est très rare qu'on voit ça. De mémoire, le dernier, c'est Scott Dixon qui l'a fait en 2020. Donc, ça fait quand même un petit moment. Mais Scott Dixon, c'est un 6 fois champion de la série IndyCar. Mettons que Palou est rendu à 3 en quête d'un 4e. Et vous allez voir à la fin de cet épisode-là, il est dans la bonne chaise là, pour essayer d'aller chercher un 4e championnat en IndyCar. Déjà, et peut-être un 3e en autant de saisons, ce qui est quand même assez formidable et extrêmement rare de voir ça.
Dans cette fin de semaine-là, à Barber, ça a débuté le vendredi avec le traditionnel moment où on a la chance de rencontrer les pilotes. Et j'ai eu la chance de parler avec l'Australien Will Power. Will Power, pour moi, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître quand j'étais plus jeune, lorsqu'il était le coéquipier d'Alex Tagliani dans le temps du Champ Car ou dans la série Kart avec Team Australia. Et là, Power, qui a gagné les 500 000 d'Indianapolis en 2018, champion de la série il y a 2 ou 3 saisons, plus de 70 pôles en carrière en IndyCar. J'ai eu la chance de lui parler. Souvent, ça reste que c'est quand même impressionnant d'avoir la chance de leur parler. On va aller écouter ce que Will Power avait à dire avant le week-end de Barber. What's your expectations for this weekend to come back for the start of May today? Oh yeah, I mean, it might be a bit of a mixed up weekend. You got some wet weather coming in for qualifying. We really felt like we had a really good car here at the tests, but that can change with temperature, wind, and all that. But love the track, really enjoy it. Would love to get a win here. It's important to start May on the right foot. Start of May on the right foot. It always helps, a bit of momentum. You know, to have a win going into the month is always good for everyone. So everyone on your car and your team, it would be very nice. After the first lap in St. Pete, how was it important the next few races, the comeback that you did in Thermal? It's a championship building race. I would say, the last 2 races have been good championship days. Definitely need to execute in qualifying and get that right, because I feel like we can start top 6, top 4, you have a really good shot at a win. So been extremely good in the races, great pit crew, strategies, all that. So we'll see how it plays out. I think you've already won here, huh? I have one here, yeah. Yeah, and it's a track that the team does really well. The team has done pretty well here over the years, yeah. So is it the right racetrack to get this year going? It is. I mean, every race we're strong. I mean, the field is so tight now. It ebbs and flows a lot. But I think next all year, man. Every track we go to, we have a shot at a win. Every track. Thank you so much. You got it. Suite à l'entrevue avec le pilote de chez Team Penske, Will Power, j'ai eu la chance de parler avec Fro, de son surnom, Felix Rosenqvist, le pilote suédois chez Meyer Shank Racing. Et il connaît tout un début de saison au niveau des qualifications. On entend parler beaucoup de lui comme un pilote qui est extrêmement rapide, qui fait avec moins de moyens que certaines écuries depuis le début de la saison. Et l'ancien de Chip Ganassi Racing, qui est maintenant associé avec Meyer Shank Racing, avait beaucoup à dire avant cette fin de semaine à Barber. On va l'écouter, Felix Rosenqvist. Felix, how can you describe the start of the year? I think there's a lot of positives to take out after the first 2 races of the year. It's been good. It's been good. Still early days, but I think we've been strong on every kind of circuit. We've been good on the road course, street course, open test at the Indy a couple of weeks ago. So we feel good. We feel like we have a good shot, and we've established ourselves with some good points in the standings already, which is kind of key as well to hit the ground running well in the start of the year. So exciting, but still early days. You're 14 points after 3 races. I think it's a good thing. How you feel about it, confidence-wise, to be 14 points after just 3 races? It feels good because honestly, I wouldn't say we've done everything perfect, which is both annoying and exciting at the same time. I think there's still more to give, more in the bag. And last year at Barber, I think we were sitting 5th in the points, but then it felt like we've
it wasn't the same feeling as this year. We're way stronger in the races this year, and even if we have some mishaps, we seem to be able to recover during the race, and that's what you need in the series. If you're not good in the race, it's very hard to have a good season, and you need to be able somehow to finish it within the top 6, top 7 all the time. Otherwise, it's very hard to be a contender. 2 Fast 6 in the first 3 races. It's a good thing to have the speed in qualifying to position the car well for the races. How is it important for you to be in the top 6 in the qualifying to compete for the pole in the 2 races? I mean, it's always a target for me to be in the Fast 6. I think it's honestly, I think we're probably one of the best qualifiers in the last 1 or 2 years. But we've struggled in the races more than anything, and I said this year we maybe not as quick in qualifying, but we've been able to be in the Fast 6, say two out of the 3, and but in the races we've been very strong. So if you can combine the 2, I think that's ideal. Because last year we had a lot of times where we start on pole or we start P2, and then we'll fall back to like 6th or 7th in the race, and now it seems like we're the opposite. How it's been with the alliance with Chip Ganassi, and you know Chip Ganassi well, Chip Ganassi Racing well, yeah. And how it's been with Marcus thus far? It's been good. It's been good. It's been good to have Marcus with us, to be honest. With this new integration, it's kind of nice to have some consistency, and having him work recently with the team for 2-3 years. And as I say, I used to drive for the team, and it's largely the same group of people, which is kind of nice. It's very easy to just hit the ground running, and you know who to talk to and what roles everyone have, because otherwise it can be a lot of new faces. So I think we've been pretty lucky like that, and yeah, they're an amazing team to work with, and the integration's been super smooth. Je vous ai parlé tantôt d'Alex Palou qui a signé une 3e victoire en 4 courses, mais il y a d'autres choses qui sont arrivées pendant cette course-là. C'est ce qui est le fun, c'est que dans le cas de Christian Lundgaard, après la course en Long Beach, je vous ai dit qu'à quel point c'était celui qui performait le mieux chez McLaren depuis le début de la saison, malgré un podium là, de Pato O'Ward du côté de Thermal, mais Christian Lundgaard est allé chercher un troisième podium en autant de courses lors du week-end à Barber, mais ça part de ce magnifique dépassement qu'il a fait aux alentours du 40e tour sur Scott McLaughlin dans l'enchaînement droite-gauche des 2 derniers virages du circuit en Alabama. C'est ce qui a fait la différence pour lui pour aller chercher cette 2e place. On dirait qu'il en manque tellement pas gros dans le cas de Lundgaard pour être capable d'aller chercher cette victoire. Moi, je pensais que ça allait l'être du côté du Grand Prix d'Indianapolis. Ça n'a pas été le cas, on va y revenir tantôt. Mais il y a tellement de talent. On dirait que là, enfin, il y a l'équipement pour être capable de performer à la hauteur de ce talent, justement. Donc, d'aller chercher cette 2e place, c'était clairement une bonne nouvelle, surtout qu'il partait 7e sur la grille de départ. Donc, je suis certain que Lundgaard était extrêmement content. Mais et après cette course-là, justement, dans le cas de Lundgaard, se retrouvait 2e au championnat des pilotes. Mais tant que tu ne termines pas en haut d'Alex Palou, c'est dur de le rattraper. C'est extrêmement difficile d'aller le rattraper, malheureusement. Mais après une 3e place à Thermal, une 3e à Long Beach, une 2e place du côté de Barber dans le cas de Lundgaard, et Scott McLaughlin qui complète le podium. McLaughlin, des hauts et des bas depuis le début de la saison aussi, comme son écurie chez Penske. Et quand même, là, 3e place dans son cas. Il partait en 2e place sur la première ligne aux côtés d'Alex Palou, mais un résultat quand même satisfaisant aussi dans le cas de McLaughlin. Le meilleur du côté de l'écurie Penske, Will Power, qu'on a entendu il y a quelques instants, termine 5e aussi dans la course. Et dans le cas de Joseph Newgarden, je le recherche, il termine 10e. Donc, quand même plus satisfaisant chez Penske que les 3 se retrouvent dans le top 10, mais le plus haut, c'est Scott McLaughlin. Peut-être un petit point aussi, là, parce que j'ai parlé de la position 3, la position 5 en course, mais entre les deux, l'histoire de la fin de semaine s'appelle Rinus VeeKay. Rinus VeeKay, j'avais eu la chance de parler lors du premier week-end à Saint Pete. Il termine 4e chez Delcoin Racing.
c'est sensationnel dans le cas de VK. Partait 5e, déjà s'est qualifié dans le Fast Six du côté de la séance de qualification. Oui, il termine plus de 23 secondes derrière Alex Palou, qui avait 16 secondes en fait sur Lundgaard en deuxième place, ce qui est énorme. Mais dans le cas de VK, c'est une des écuries avec le moins de budget dans l'IndyCar. Termine 4e, il fait des miracles. Puis, je l'ai dit, je le redis, ça a été le dernier à signer son contrat au mois de février, tout juste avant le test à Sebring. Il est terminé 4e. À ce moment-là, ça le plaçait au 12e rang du championnat des pilotes, devant certains pilotes là, bien mieux nantis monétairement chez leur écurie. Donc, dans le cas de VK, c'est vraiment miraculeux. Déjà, la qualification, puis d'en plus de convertir ça en course, c'est une excellente nouvelle et ça prouve à quel point, malgré la domination d'Alex Palou depuis le début de la saison, à quel point c'est ouvert chez les autres pilotes. N'importe qui peut compétitionner. Ça prend juste une petite erreur de Palou. Mettons qu'il n'en a pas fait gros depuis le début de sa carrière, ce qui fait que c'est un 3 fois champion dans l'IndyCar, dans le cas de Palou. En terminant sur Barber, déception encore une fois du côté de Andretti. Le plus haut au classement, c'est Colton Herta qui termine 7e. Dans le cas d'Herta, partait quand même 3e, mais encore des problèmes dans les puits. C'est des courses vraiment catastrophiques dans son cas, malgré des bonnes positions en qualification. C'est plus compliqué en course, malheureusement, et ça le fait pousser jusqu'à la 7e place, qui est vraiment une déception dans le cas d'Herta. C'est un type de circuit, normalement, qui est capable d'avoir du succès et est extrêmement rapide. Le pilote de Andretti, et dans ses coéquipiers, Kyle Kirkwood, 11e. Et dans le cas de Marcus Ericsson, il termine 20e. Donc, c'est vraiment pas le début de saison escompté du côté d'Andretti Global et l'écurie de Michael Andretti. Mais Herta, surtout dans son cas, il avait la voiture, il avait la rapidité en qualification pour essayer de battre Palou. Mais encore un problème dans les puits qui le mène à sa perte et qui le fait terminer 7e. Donc, très décevant. Puis, en terminant, autre point que j'avais oublié de noter, je l'ai dit tantôt, je pense, mais aucune neutralisation dans l'épreuve. Donc, ça faisait passer le compte de tours. Ça date depuis le premier tour à Saint-Pétersbourg, avec l'accrochage entre Seagull, Power et Foster. Plus de 300 tours maintenant après la course de Barber, ce qui est c'est assez incroyable et ça prouve à quel point il y a du talent dans cette série-là. Donc, ça fait le retour du côté de la course du Barber Motorsports Park, qui était la 4e épreuve de la saison IndyCar. Après la course du côté de Barber, tout le monde prenait la route vers le nord pour se rendre à Indianapolis, en Indiana, pour débuter les 3 semaines consécutives d'action sur le Indianapolis Motor Speedway. Comme à l'habitude, ça débute sur le circuit routier et la course qui a été justement là, le samedi après-midi du côté d'Indianapolis. Dans le cas de cette course-là, si vous attendiez un résultat différent, je vais tout de suite vous casser le party, mais non. 4e victoire en 5 courses dans le cas d'Alex Palou. C'est sa moyenne de position à la fin de la course en 5 courses depuis le début de la saison est de 1,2. Il y a 4 victoires, une 2e place. C'est la dernière fois qu'on a vu autant de domination, ça date des années 60 avec AJ Foyt qui avait remporté 10 victoires dans cette année-là. Mais on va voir si ça peut se poursuivre dans son cas. Le calendrier peut se corser, surtout avec les 500 000 d'Indianapolis, où que ça prend un peu de chance pour être capable de signer la victoire sur ce circuit-là. Mais Palou l'emporte à partir de la pole position. Avait quand même été chercher un gros écart là, lors de la séance de qualification. Dans le fond, il y a une règle de pneus, là, je vais y revenir dans quelques instants. Mais sur son tour le plus rapide lors du Fast Six, a collé tout près de 4 dixièmes sur son plus proche poursuivant, dans le cas d'Alex Palou. C'est énorme. 4 dixièmes, c'est honnêtement, je ne sais même pas comment le décrire, mais la différence était que lui, il avait
des pneus tendres neufs comparé à ces deux. Celui qui était derrière lui, Graham Rahal, qui partait deuxième suite à la séance de qualification, qui avait des pneus tendres usés, un petit peu plus usés que les pneus neufs. Pas tant parce qu'ils perdent quand même assez rapidement leur durée de vie dans le cas des pneus tendres. Mais oui, de la pole, Alex Palou qui est allé chercher cette 4e victoire en 5 courses. On va aller écouter les commentaires du pilote espagnol de Chip Ganassi Racing après la course. I don't know where to begin. Maybe the pass on Graham Rahal. Tell us about that. Yeah, I mean, we could begin also with the start. I didn't even get to lead like one corner, so that what happened there? He got a great start, and then he was like really side by side to me. The only way I had to keep position was to force him like off, and I thought he was already up front. So from there I was like, okay, let's be patient and hopefully we can have good pace to follow him and maybe overtake him on pit strategy. But he had a great pace the first couple of runs. We were battling on our second stint, but I couldn't really overtake him. It was great. At the end, when I got to pass him, I think he was struggling a little bit with the used soft tires, and we were on good primers. So yeah, it was great. Avant la fin de semaine de course, je viens d'en glisser un petit mot là, par rapport aux pneus, mais avant la fin de semaine de course, l'IndyCar a fait un changement au niveau de la réglementation pour essayer de changer un peu les stratégies en course, puis de forcer les équipes à changer leur stratégie, puis essayer des nouvelles choses pour voir si ça pouvait peut-être changer quelque chose au niveau de la domination d'Alex Palou, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'IndyCar demandait à chaque voiture de tourner avec 2 trains de pneus tendres et 2 trains de pneus plus durs. Donc, il devait faire 3-0 au puits dans la course, n'était pas obligé de courir, de faire un segment avec les pneus neufs. C'était pas obligatoire, mais devait quand même avoir 2 segments de tendre et 2 segments de dur. Donc, tu ne pouvais pas utiliser 3 tendres, 1 dur, ou l'inverse. Donc, ça a forcé un peu tout le monde à changer leur stratégie. Je trouvais que c'était très, très, très intéressant. Ça a donné de l'action en course, des stratégies différentes, mais il n'y a pas grand-chose qui est capable d'arrêter Alex Palou. Là, on n'aura pas la chance d'avoir une stratégie différente pour le Indy 500 parce qu'il n'y a pas la situation des différents pneus sur ce circuit-là. Mais quand même, on a mentionné après la course, dans le cas de Will Power et Pat O'Ward, qu'on espérait que l'IndyCar l'oblige cette stratégie de pneus pour la course de Détroit qui aura lieu après les 500 000 d'Indianapolis. Donc, ce sera à surveiller, c'est certain, dans le cas de ça, parce que si les pilotes décident de le faire, mais ça pourrait de forcer l'IndyCar pour essayer de voir si ça peut changer quelque chose, surtout sur un circuit de ville où c'est plus difficile d'être parfait parce que les murs sont très près comparé à un circuit comme Barber ou Indianapolis, le circuit routier où il y a des échappatoires, du gazon, du gravier. Donc, c'est plus facile de s'en sortir, mais surtout si tu fais une petite erreur. Mais si tu rates ton virage et tu te ramasses dans le mur, ta voiture est détruite, c'est là où on peut voir des drapeaux jaunes et tout ça. Donc, ça a été quand même intéressant au niveau des pneus. Ensuite, pour compléter le podium, Pato O'Ward, je viens d'en parler parce que lui et Will Power étaient là dans l'entrevue d'après-course parce que ce sont les 2 pilotes qui ont complété le podium. Pour Pato, c'est un 2e cette année après sa 2e place à Thermal lors de la 2e course de la saison et un premier podium pour Will Power. J'avais été extrêmement sévère dans le cas de Power qui est à la recherche d'un contrat cette année. Malgré ses succès en IndyCar, il commence à se faire vieux, mais il va chercher un premier podium. Mais depuis son accident lors du premier tour à Saint-Pétersbourg, il était quand même constant. De mémoire, c'est 6, 6, 5 et 3 ses positions en course, malgré des qualifications très, très, très compliqué, que ce soit de son cas ou de son écurie. Donc, d'aller chercher ça. Et Power, après la course, a quand même dit que c'est des performances comme ça, une constance comme ça qui va te chercher un championnat à la fin de la saison. Mais à noter que malheureusement pour lui, comme que ça a été le cas dans le cas de Lundgaard, n'a pas réussi à terminer devant
Alex Palou. Donc, même si tu fais ça, il faut qu'à un certain moment, tu t'ailles chercher un gain en terminant en haut de lui au classement. Donc, mais ça n'a pas été le cas. Mais dans le cas de Power, en train de sauver les meubles là, après un début de saison qui sa première course s'est arrêtée dès le premier tour. L'histoire de la fin de semaine, maintenant. La fin de semaine à Indianapolis sur le circuit routier, c'est l'incroyable performance de Rahal Letterman Lanigan en qualification, malgré que la course n'a pas été vraiment comme on l'espérait du côté de l'écurie de Bobby Rahal, de David Letterman et de M. Lanigan, que je ne me rappelle plus de son prénom, malheureusement. Graham Rahal, je l'ai dit, partait en deuxième place, tout juste derrière Alex Palou, mais il a réussi l'improbable. Attendez, là. C'est là que c'est intéressant. Au premier virage, a réussi à passer Alex Palou. Il a mené 49 tours sur cette course de 85. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. La différence, c'est qu'à son tour, avait l'avantage des pneus neufs sur le premier segment comparé à Palou qui avait des pneus usés. C'est ce qui a fait la différence au premier virage. Ça a permis quand même de mener 49 tours sur 85. C'est plus de la moitié. C'est quand même impressionnant dans le cas de Rahal, qui, dans son cas, ça fait plus de 8 ans qu'il n'a pas gagné une course. Donc, mais de pas être capable de terminer ça en beauté, c'est dommage dans le cas du pilote natif de l'Ohio. Mais il termine 6e. Ça a été plus difficile en fin de course là, au niveau de la gestion des pneumatiques dans le cas de Rahal. Son coéquipier, la recrue Louis Foster, réussit à se qualifier en 3e place, mais termine en 11e place. Dans son cas aussi, ça peut être décevant, mais c'est une recrue. Donc, quand même, dans le cas de Foster, lui aussi, sa saison avait mal débuté. Avec l'accident à Saint-Pétersbourg, mais de le faire et de terminer 11e malgré tout, malgré quelques petits problèmes, c'est très, très, très satisfaisant, j'en suis certain. Et en terminant, les 3 se sont qualifiés dans le top 6 en qualification, dans le fameux Fast 6, comme qu'on appelle. Et c'est le seul pilote canadien, Devlin DeFrancesco, qui est parti 5e. On pouvait sentir que ça ressemblait drôlement à ce qu'on avait vu de DeFrancesco en 2023 sur la deuxième course sur ce circuit routier d'Indianapolis où il était parti 5e et rendu au premier virage, a réussi à prendre la tête de l'épreuve. Vous allez l'entendre dans l'entrevue parce que je lui ai posé la question si ça restait dans sa tête tout ça. Mais malheureusement, malgré qu'il s'est ramassé dans le top 3 pendant une bonne partie de la première moitié de la course, était très compétitif, termine 17e. C'est tellement dommage pour le pilote natif de Toronto en Ontario d'avoir résulté encore une fois un petit problème dans les pneus. Même chose dans le cas de Rahal, ce qui ne l'a pas aidé sa position à la fin de la course. Mais DeFrancesco, on dirait que des fois, on a des hauts, on peut espérer le mieux dans son cas, mais il y a des petits pépins qui font que malheureusement, ça va dans le sens contraire dans le cas du pilote canadien, mais termine 17e quand même. J'ai réussi à lui parler après la séance de qualification, après cette incroyable performance. Voici les commentaires du pilote canadien. Avec le pilote de la voiture numéro 30 de Rahal Letterman Lanigan, Devlin DeFrancesco. Devlin, first of all, I have to talk about this qualifying session. It equals your best career. It was here 2 years ago, the second Grand Prix, but how are you feeling after this unbelievable performance for yourself and the team? Happy, hugely over the moon, but happy we executed. You know, it came down to execution today. We knew the cars were fast. We knew we had a good package here coming into the weekend. We didn't unload as happy as we liked. I think we were all scratching our heads a little bit after practice 1, and we really worked on it, all 3 of us, through practice 1, through practice 2, into qualifying, and I think we got it definitely in a happy spot in qualifying today. How is it tough right now for the first 5 races of the year, keeping pace? It's really tight in IndyCar right now. Alex Palou is doing quite a job of dominating the first 4 races, but to keep up at that pace and qualifying for the race tomorrow might be some good news. He's done an exceptional job. Really, honestly, he's been flawless. You know, they've executed everywhere they've gone, and you know that's why they're leading the championship by such a vast amount. And you know, I think the story of our season so far has been
frustration in terms of execution. I don't think it's been a pace issue at most of the rounds we've gone to. I think we've been competitive. It's just about executing and putting the pieces together. So now we need to make sure we carry it on for the rest of the year and through the month of May. I'm excited for tomorrow. I think we're gonna have a good car tomorrow, and I think our speedway car is pretty decent as well. Do you keep in mind what you did in 2023 on lap 1 when you got the lead from Graham from starting, I think, 5th? Yeah. 100%. It's still been talked about, so it could be one of the plans in the pocket tomorrow. How it's been the adjustment after a year off from IndyCar to change teams after Andretti to go to Rail Letterman? How's been the adjustment for you, and how you enjoy your new team? I love it here. Everyone's amazing here. Everyone's rallied around me here, and I'm hugely grateful to be such a part of a great organization. And the organization, is the culture starting to shift, and it's starting to all trend in a positive direction. So I feel very lucky and grateful to be able to be, in this organization, as everything is on the up. So we just need to keep working hard, and Jay Fry here now leading the charge. There's things being put in place that I think improvement's going to come fairly quickly. It's going to take time, but it'll be a slow, gradual improvement. I have to ask you because, like I said, I'm Canadian too, and you're the only Canadian in the IndyCar series right now, and you knew a few good ones in James Hinchcliffe, Robert Wickens. I can add a lot of from the Quebec side, Tagliani, Carpentier, Jacques Villeneuve, to be in the same way, the only one as a Canadian in this series. Does it make you proud to be able to compete? I'm a proud Canadian, being able to represent fly the flag for Canada, here in IndyCar and the IndyCar series. In my opinion, it's one of the hardest series in the world. So yeah, for sure, definitely looking forward to going home every year in Toronto. So. Je sais pas si vous vous rappelez un peu plus tôt dans cet épisode, je vous ai parlé d'un certain pilote de Dale Coyne Racing qui a fait des petits miracles du côté de Barber. Eh oui, je vous parle encore de Rinus VeeKay. Quelle histoire! C'est très spécial. On devait s'attendre à ce qu'il perde son volant cette année, qu'il n'y ait pas de volant à temps plein en IndyCar, mais il était tellement talentueux depuis le début de sa carrière. Et là, finalement, a signé son contrat avec Dale Coyne. Lui était très, très, très content de pouvoir compter sur VeeKay. Mais encore une fois, il part 24e. Un désastre en qualification. Dans le cas de VeeKay, vous savez quoi? Il a signé une victoire en carrière en IndyCar. C'était sur le circuit routier d'Indianapolis, dans le temps avec Ed Carpenter Racing, en 2021 de mémoire dans le cas de VeeKay. Partait 24e, termine 7e. Je suis un peu sans mots de ce que ce jeune pilote, plutôt jeune en fait, le Néerlandais, qu'est-ce qu'il fait de miraculeux avec les moyens de Dale Coyne Racing. C'est vraiment exceptionnel. Et là, avec ça, il se classe au 10e rang du classement des pilotes après 5 épreuves. Devant certains pilotes, je vais avoir la chance de revenir sur le classement, les 10 premiers et quelques déceptions au-delà du 10e, mais se retrouve entre autres devant Joseph Newgarden, double champion en titre du Indy 500, qui est chez Penske, je le rappelle. Et est-ce qu'il va forcer la main de certaines écuries à lui donner une chance avec des meilleurs moyens, une meilleure voiture? Je pense qu'il n'y aura pas le choix parce que tu fais ça avec Dale Coyne. Mais j'ai rien. J'enlève absolument rien à Dale Coyne qui fait des miracles depuis des années avec les moyens qu'il a. Très peu de commanditaires. Et de faire ça dans le cas de VeeKay, c'est vraiment une bonne performance. J'ai dit qu'il avait terminé 7e, mon erreur, terminé 9e. Mais quand même, ça le permet de se classer au 10e rang du côté du championnat des pilotes après 5 épreuves. Et j'ai parlé de VeeKay. Autre bonne nouvelle, on a eu une neutralisation. Ça a repris 70 tours dans cette course et plus de 408 tours sur le vert, des tours de course, pour avoir une première neutralisation depuis la première course et le premier virage. Le premier tour et le troisième virage à Saint-Pétersbourg. C'est David Malukas, le pilote natif de l'Illinois, qui s'est arrêté hors piste au 8e virage, qui a forcé l'IndyCar
à appeler la neutralisation. Il n'était pas nécessairement dans une position ce qui devait affecter, que ça soit pas sécuritaire pour les autres pilotes, mais on n'a pas pris la chance. On a sauté sur l'occasion dès qu'on a pu, du côté de l'IndyCar, de mettre le drapeau jaune. Ça a duré seulement un tour, parce que la voiture n'était pas abîmée, mais quand même d'aller faire ça, tout le monde, je me rappelle dans le centre des médias, tout le monde s'est exclamé, était content de voir ce résultat-là, de voir qu'enfin, on avait appelé une neutralisation, mais malheureusement, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Je dis malheureusement parce que, justement, pour les autres pilotes qui s'attendaient, ça va peut-être changer quelque chose, mais après ça, ça a été 14 tours consécutifs sur le vert, et finalement, Alex Palou s'est quand même donné un écart de tout près de 5,5 secondes, ce qui est immense, sur Pato Howard et tout près de 8,5 sur Will Power en l'espace de 15 tours. Donc, c'est... Vous pouvez faire vos calculs, mais c'est quand même une fin de course à vive allure dans son cas. Lui, il avait des pneus neufs aussi pour terminer la course dans le cas de Palou, ce qui a pu nécessairement l'avantager sur certains pilotes. En terminant sur la course du Indy Grand Prix, qui était le Sunsio Grand Prix, le commanditaire Sunsio. Encore des problèmes de mécanique. Est-ce que c'est le fameux moteur hybride qui a causé ça? Il y a plein de questionnements qui se font en ce moment chez les fans, chez les journalistes, pour ceux qui suivent les actualités de l'IndyCar, à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le fameux moteur hybride. Toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Ça part pendant les tours de chauffe. Il y avait 3 tours de chauffe avant de donner le départ sur le vert avec la formation 2 par 2 et ainsi de suite jusqu'à 27. Mais Joseph Newgarden, problème avec une unité de son moteur hybride, a dû s'arrêter dans les puits pour essayer de le recharger. Là, on a décidé que c'était beau, retourner en piste et essayer de se replacer dans l'ordre où ce qui était supposé partir, c'est-à-dire quand même, je l'ai juste ici, partait, oui, c'est ça, 6e, mais après ça, l'IndyCar a dit non, tu dois commencer à la fin de la file. Pas 6e, il doit partir 27e finalement. C'était certainement une déception du côté de Newgarden, mais encore des problèmes. Ça, c'est le moteur hybride chez Chevrolet. On a entendu parler dans le cas de Thermal. Ça a été le cas aussi. Mais là, les 2 prochains, c'est des pilotes qui sont chez Honda qui ont eu des problèmes. Donc, c'est nouveau dans ce temps-là. Kevin Simpson, c'est pas nécessairement relié avec le moteur, problème de boîte de vitesse. Lui, il partait 10e. Ça fait 2 courses de suite. Le jeune se qualifie en 10e place. Et là, se retrouve à ce moment-là. Il n'est même pas capable de quitter la ligne des puits pour les tours de chauffe. Problème de boîte de vitesse. Course terminée dans son cas. Avait tellement une belle fin de semaine aussi. Je vous ai parlé tantôt des Hall, mais lui était dans le coup toute la fin de semaine lors des qualifs, lors des séances de pratique, a été très très bon. Mais pas de tour dans cette course. Et Marcus Ericsson aussi, là, à un certain moment, là, dans les premiers tours de l'épreuve, problème de moteur. Son moteur qui l'a lâché s'est fait rentrer dedans parce que dans un virage rapide comme ça, le pilote derrière n'a pas eu la chance de réagir assez rapidement. Mais ça a mené à ces problèmes-là. Il y en a d'autres. Il y a eu des pénalités dans le cas de Christian Lundgaard pour une mauvaise sortie des puits. Pénalité pour vitesse excessive dans les puits dans le cas de Christian Rasmussen. Et dans le cas de Robert Schwartzman, une pénalité pour avoir mal positionné sa voiture pour la suite de la relance suite au drapeau jaune. Mais quand même, quelques petits problèmes. Mais ça, c'est des problèmes majeurs qui ont eu un effet certain sur les résultats de la course et des déceptions chez certains pilotes du côté du Grand Prix d'Indianapolis. Après ces 2 courses, il est maintenant temps de parler du championnat des pilotes. Est-ce que vous avez une petite idée qui mène au championnat des pilotes après 5 courses? Tout le monde à la maison sait très bien qui c'est. C'est Alex Palou qui a 248 points après 5 courses. Son plus proche poursuivant à tout près de 2 courses de retard au niveau des points. C'est Cal Kirkwood avec 97 points de retard. Derrière lui, 1 point juste derrière Kirkwood, c'est Christian Lundgaard qui se retrouve là. Pat Howard est à 100 points de retard. McLaughlin est 5e à 111. Scott Dixon, 114. Will Power, 120.
Felix Rosenqvist, 123. Colton Herta, 144. Et Rinus VeeKay, je vous ai parlé, qui est 10e, a 148 points de retard. Mais, est-ce que vous pouvez croire que les 2 derniers vainqueurs des 500 000 d'Indianapolis, donc les 3 dernières années, Joseph Newgarden, qui a gagné en 2023 et en 2024, se retrouve 12e avec 152 points de retard. Et le vainqueur de l'édition 2022, Marcus Ericsson, a 178 points de retard au championnat des pilotes, 16e chez Andretti. Si quelqu'un avait pu me dire ça avant la saison, qu'avant les 500 000 d'Indianapolis, voilà, que ces 2 pilotes-là seraient aussi loin au classement, j'aurais dit, vous êtes tombés sur la tête. Mais c'est ça prouve à quel point c'est compliqué d'être compétitif, c'est compliqué de faire ce que Alex Palou fait actuellement, mais c'est là où ça s'active. Là, du côté, il y a des circuits ovales qui s'en viennent, circuit de ville à Détroit, après ça, un autre ovale, circuit routier à Road America, Mid-Ohio. Donc là, ça va commencer à s'activer jusqu'à la fin juillet et ça peut changer assez vite. Oui, il domine en ce moment, mais ça pourrait ne pas être le cas pour autant longtemps. Ah, que j'avais hâte de vous en parler. Ah, enfin. Vous voyez ma casquette ici? Une belle casquette que je me suis procurée cette fin de semaine du côté d'Indianapolis. La fameuse casquette ici avec le logo d'Indianapolis Motor Speedway. Un chandail à l'effigie de Dan Wheldon qui fête, Dan Wheldon qui est décédé en 2011, mais c'est l'anniversaire de son premier, le 20e anniversaire de son premier 500 000 d'Indianapolis, son premier triomphe en 2005. Dan Wheldon qui a gagné aussi en 2011 avant de décéder lors d'une course à Las Vegas au mois d'octobre 2011. Mais ça fait 20 ans qu'il a eu la chance de gagner sa première édition des 500 000. Donc, j'ai décidé de faire une exception et mettre un beau chandail qui a été... je me suis procuré, en fait, chez The Shop Indy, qui est très spécialisé là, avec des magnifiques chandails du côté d'Indianapolis. Mais ça met la table sur qu'est-ce qui s'en vient pour les 2 prochaines semaines du côté d'Indy. Ça débute mardi. Mardi, les séances de pratique en prévision de la séance de qualification qui aura lieu samedi et dimanche. Mardi, de midi à 6 heures. Même chose mercredi et jeudi, mais mardi, il y a un programme qu'on appelle le Rookie Orientation Program. Ça force les recrues à tourner d'une vitesse minimum au moins tant de tours entre 200 et 205 000 à l'heure, tant de tours entre 205 et 210, tant de tours entre 210 et 215 et tant de tours au-delà de 215 en moyenne. Donc, ça les force à progresser, à apprendre à rouler, à pousser la voiture au maximum, surtout quand tu n'es pas habitué. Il y a un peu la même chose là, du côté des vétérans qui ne courent pas à temps plein en IndyCar. Mais de mémoire, tout le monde a déjà réglé ça, ces programmes-là. Donc, ça devrait être tout le monde en piste dès mardi. Même chose mercredi, jeudi. Vendredi, pratique qu'on appelle le traditionnel Fast Friday. Qu'est-ce que le Fast Friday, dans le fond? On ajoute le fameux boost. Donc, on rajoute une puissance supplémentaire au moteur pour... et ça, le boost est disponible pour les qualifications, pour pousser les voitures au maximum pour le samedi et le dimanche. Donc, c'est tout le temps assez impressionnant parce que l'on voit des vitesses qu'on n'a pas vues au courant de la semaine ou qu'on se concentre un peu plus sur... la rapidité en course, la rapidité avec d'autres voitures, parce qu'il y a quand même 33 voitures en piste lors de la course. Le samedi, il y a une pratique de 8h30 à 9h30 en prévision des qualifications qui ont lieu de 11h à 17h50. Et tous les pilotes auront la chance de tourner au moins une fois et il y a 2 lignes. C'est ça qui est intéressant parce que si tu décides de te mettre dans la ligne prioritaire, si tu pars en piste, dès que tu t'installes dans cette ligne-là, tu annules ton tour que tu as placé. Le but dans tout ça, c'est de te qualifier dans les 30 premiers. Si tu es dans les 12 premiers, tu t'assures d'avoir une chance d'aller qualifier pour la pole. Mais si tu te qualifies entre 13 et 30, tu t'es assuré la position que tu as en qualification. Tu t'assures ta position. Tu n'as pas besoin de courir
à part la pratique lors du dimanche. Mais si tu te positionnes 31, 32, 33, 34, tu n'as pas le choix de combattre le dimanche pour un peu le même type. Tu as 1 heure, tu as plusieurs essais. Les 3 premiers temps vont leur permettre de se qualifier pour les 500 000 et la 34e personne, tu es éliminé. Ce qu'on appelle le fameux Bump Day. Donc, oui, là, il y aura aussi le top 12. Après le top 12, on en sélectionne 6 qui le fassent 6. Et ces 6-là vont être capables de tenter la chance pour décrocher la fameuse pole position à Indianapolis. Donc, ça serait très intéressant. Je serai là. J'ai très hâte de voyager samedi matin pour arriver juste à temps pour les qualifications à 11h. Je devrais être là à peu près au même moment. Donc, ça serait assez intéressant de voir ça. Ensuite, il y a une pratique lundi, une très, très courte pratique. C'est congé en piste mardi, mercredi, jeudi. Là, je suis rendu la semaine prochaine dans la semaine du 19 mai. En fait, pour ceux qui n'écoutent pas nécessairement à ce moment-ci. Le vendredi, le Carb Day, pratique, compétition d'aéropluie, un spectacle de Bret Michaels et de All-American Rejects. Donc, c'est quand même une belle journée. C'est assez festif. Le samedi, la parade au centre-ville, la fameuse journée qui est appelée le Legends Day. Et le jour J, le dimanche, le 25 mai, le grand jour. Drapeau vert prévu à 12h45 sur Fox. Et c'est 200 tours, bien sûr, pour mener à 500 000. Parce qu'il y a 2,5 000 sur ce circuit-là pour 200 tours. Qui va gagner cette édition-là? C'est un peu dur de vous donner une petite prédiction, mais je serai là pour y récolter tous les commentaires tout au long des 2 prochaines fins de semaine à Indianapolis. J'ai très, très hâte d'y retourner. Je suis revenu juste à temps pour tourner cet épisode du podcast, mais à Indianapolis, ça va être spécial. J'ai très, très hâte de voir ça. Ça sera ma 6e fois à la mythique course qui sera la 109e cette année, mais 6e fois pour moi. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense pas qu'Alex Palou va en chercher une autre victoire. Oui, il est rapide sur ce type de circuit-là, mais ça prend tellement une perfection. Mais je parlerai pas trop vite. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais j'ai comme l'impression, si vous voulez une petite prédiction, je vais vous la donner avant qu'on se quitte. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir une histoire. L'histoire s'écrire, c'est-à-dire que dans le cas de Joseph Newgarden, pourrait gagner une 3e édition de suite. J'ai l'impression que ça va être le cas. Il est tellement rapide, tellement constant, tellement parfait sur ce type de circuit-là. Ce serait le fun de le voir. Honnêtement, 3 fois de suite champion des 500 000 d'Indianapolis, c'est assez spectaculaire. J'ai l'impression qu'on pourrait le voir. Est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. On va le savoir le dimanche, le 25. S'il pleut, c'est remis au lendemain. Les voitures ne courent pas sur le circuit ovale, donc c'est ça s'en vient. Ça commence assez rapidement pour ces 2 semaines intensives là, pour mener à la course des 500 000 d'Indianapolis. Et voilà, c'est ce qui complète le 4e épisode du balado 500 Gasoline Alley. Ici tourné en direct du studio Love à Saint-Jacques dans Lanaudière. Très hâte de vous revenir sur la prochaine épreuve, les 500 000 d'Indianapolis. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de vous raconter tout ce qui va se passer. Et quel plaisir pour moi d'être présent et de vous ramener tout ça et vous raconter tout ce qui se passe du côté du Indianapolis Motor Speedway.